Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'apporter un regard philosophique sur le thème de la mort provoquée. Donc, vous verrez que mon propos peut entrer en résonance avec les propos de ce matin, notamment de Thierry Minissier, mais aussi le propos qui vient juste de précéder le mien, celui de M. Denisot. Donc voilà, donc je vais essayer d'apporter un point de vue philosophique sur cette question en essayant de contextualiser aussi cette réflexion. Donc réfléchir à la thématique de la mort provoquée aujourd'hui engage la pensée autour de certaines pratiques liées à la fin de vie, telles que l'euthanasie ou encore le suicide assisté. Si ces dernières pratiques font débat aujourd'hui dans notre société actuelle, tant du point de vue d'une société que l'on pourrait dire grand public, mais aussi du point de vue d'une société que l'on pourrait dire politique, souvent et peut-être parfois trop dans une volonté partisane ou idéologique, la première remarque que je vais faire aujourd'hui, c'est que mon propos n'aura pas vocation à défendre un pour ou contre l'euthanasie, un pour ou contre le suicide assisté, mais a plutôt vocation à creuser le sens de cette thématique, de cette expression mort provoquée. En effet, la mort provoquée engage indéniablement une réflexion plus large qu'une simple posture binaire qui se réduirait à « êtes-vous pour ou contre l'euthanasie ?» Effectivement, il y a une réflexion de fond qui se doit d'être menée sur cette question de la mort, et en l'occurrence ici de la mort provoquée, avec quand même cette idée sous-jacente que la mortalité ne cessera pas de nous questionner. La mortalité ne cessera pas de provoquer une réflexion. Et c'est une idée finalement qui apparaît notamment chez le philosophe Jacques Ricot, qui s'est beaucoup positionné sur la fin de vie. Quand bien même la mort provoquée pourrait apparaître comme un prémisse de solution à l'énigme mortelle, justement, nous sommes convaincus, je suis convaincue aujourd'hui, que cette question ne cessera pas de nous interroger. C'est plutôt positif. Donc finalement, nous vous proposons aujourd'hui de nous interroger de la façon suivante. Que va nous révéler le contexte de progrès dans lequel la médecine d'aujourd'hui est nécessairement inscrite? Et en quoi ce dernier, c'est-à-dire le contexte, a-t-il justement pour symptôme la mort provoquée? Au sein de ce contexte, quelle est la place du sujet de soin? C'est-à-dire quelle est la place du patient et comment saisir le sens de la provocation de la mort? Et enfin, pourquoi cette tension en direction d'une mainmise sur la mort n'est qu'asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle révélera en fait surtout ce que l'on peut qualifier d'incompressibilité de l'expérience mortelle. Si je dis asymptomatique, c'est tout simplement le fait de tendre vers quelque chose sans jamais y arriver. Et si, dernière remarque pour introduire le propos, nous choisissons le terme d'incertitude, c'est que nous reconnaissons d'emblée que l'impression de contrôle inhérente aux pratiques telles que l'euthanasie ou encore le suicide assisté, impression de contrôle liée au qualificatif provoqué, ne demeure qu'une impression. Et c'est précisément l'étude philosophique qui va mettre au jour que finalement la mort reste et demeure une incertitude fondamentale. Et une dernière remarque, pour ne pas paraître déplacée par rapport à ces pratiques réelles de mort provoquée, loin de déprécier et de dévaluer la solution létale comme dernière réponse à une souffrance incommensurable ou alors à la solitude, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous considérons ici la mort provoquée plutôt comme la revendication de l'ultime choix, garant d'une maîtrise de sa propre finitude. Donc je vous propose dans un premier temps de contextualiser cette réflexion à partir de la notion de maîtrise. Donc nous partirons d'un point de vue un peu philosophique pour ensuite aller dans un contexte un peu plus concret qui est celui de la médecine d'aujourd'hui. Et dans un second temps, nous essaierons de montrer en quoi finalement le concept de mort révèle qu'elle demeure une incertitude fondamentale. Donc finalement, la mortalité est quelque chose à considérer comme un invariant de la condition humaine. En effet, cette dernière ne va pas sans l'idée de finitude, inhérente au simple fait d'être un homme. Jacques Ricot, encore ce philosophe, dans son ouvrage « Éthique du sang ultime », qui est un très bel ouvrage, je vous le conseille, s'intéresse aux deux principaux critères de la condition humaine, autrement dit la naissance et la mort. Le naître et le mourir, explique Ricot, n'ont rien de fait purement biologique. En témoignent à cet égard les termes qui sont utilisés pour l'animal. Décéder n'est pas crever, la grossesse n'est pas la gestation. Donc ce sont deux phénomènes uniques, en ce sens que la mort, et je cite Ricot, nous ne pouvons l'expérimenter qu'une seule fois. Donc finalement, nous voyons que l'homme est inscrit dans une condition, celle inhérente à son humanité, caractérisée par un commencement, la naissance, et par une fin, la mort. Et donc ces deux aspects, et c'est un terme qui apparaît chez les philosophes Ricoeur, sont des involontaires en lui. Ce sont des choses qui sont nécessaires, mais qui pourtant, que l'homme n'a pas choisi. Donc finalement, on voit que l'homme n'a aucune emprise sur ces deux événements, et Jacques Ricot explique qu'il le vit fondamentalement mal. Il ne maîtrise pas sa naissance, et en cela, il est dépendant de deux autres existences qui ont fait le choix de sa propre venue.
Et ce manque de maîtrise est également repérable au niveau de la mort. Quand bien même l'homme choisirait la date et l'endroit de la mort, c'est toujours elle, in fine, qui aura le dernier mot. Donc ceci est mal vécu et certains, par conséquent, choisissent de se donner la mort plutôt que de ressentir cette peur et cette angoisse de la mort. Et c'est ainsi que Jacques Ricot se propose de citer Lucrèce. Et souvent, même la peur de mourir inspire un tel dégoût de vivre et de voir la lumière que les humains, cœurs navrés, se donnent la mort, oubliant que cette peur est source de leurs maux. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu, voilà, c'est une interprétation que l'on peut faire, comme si la mort devenait une revanche contre une naissance forcée. Donc finalement, si nous reconnaissons évidemment que la demande de mort, dans un contexte d'extrême vulnérabilité, va de pair avec la volonté de soulager une souffrance, devenue insupportable souvent, nous nous interrogeons quand même sur le sens de telles pratiques, celui finalement de l'ultime maîtrise d'une vie qui n'a de cesse que de nous échapper, et ce, dès son tout premier commencement, c'est-à-dire depuis la naissance. Ainsi, provoquer la mort, c'est-à-dire avoir un impact réel sur ce qui est censé refléter le plus la naturalité de notre humanité, autrement dit le fait qu'elle doive cesser, tout simplement, n'est-il pas le signe que l'homme cherche à contrôler le tout de son existence, qu'il cherche à avoir le dernier mot sur le naturel qui, normalement, est censé le surplomber? C'est une question que je pose. Donc finalement, à partir de là, comment le contexte de la médecine d'aujourd'hui semble, si ce n'est lui donner raison, l'encourager dans cette idée que l'homme peut tout, qu'il peut beaucoup, voire peut-être tout. Donc, revenons à un aspect plus concret. De quelle médecine parlons-nous quand nous parlons de maîtrise? À partir des années 60, là je m'appuie un petit peu sur un ouvrage de bioéthique, qui est celui de Guy Durand, Introduction à la bioéthique, la médecine moderne connaît de réels progrès, élargissant considérablement ses limites et requestionnant ainsi de façon indirecte l'horizon de sa pratique. Le modèle biomédical, qui est le modèle dans lequel est inscrite la médecine d'aujourd'hui, se caractérise notamment par le fait qu'il essaie d'évincer au plus qu'il est possible la notion d'équivoque et donc la notion d'incertitude, cherchant ainsi un idéal d'objectivité et de rationalité. En témoigne un petit peu l'évidence Bayes Medicine. Et donc la rationalité instrumentale est caractéristique du modèle biomédical et de la médecine d'aujourd'hui, et notamment caractérisée par une forte présence technologique et technique. Donc on a une médecine qui s'est transformée, qui est devenue neuve, en raison de la forte présence technologique. Un plus grand nombre de maladies se soignent et se soignent mieux, on fait des progrès en anatomie, on arrive à classifier les maladies, bref, on a une théorie de la médecine qui progresse. Et donc nous sommes ainsi les témoins d'une médecine qui est portée par des capacités techniques surprenantes, faisant par là même émerger des questions nouvelles, celles autour du mourir et de la mort provoquée étant des questions nouvelles. Donc finalement, la biomédecine ouvre le champ à un certain nombre de possibles qui jusque-là ne relevaient pas de l'initiative humaine, si vous voulez. Donc cette maîtrise qui est présente dans la médecine que nous évoquons maintenant est visible dans le domaine de la fin de vie, où notamment on assiste à une pathologisation du vieillir avec sa médicalisation, voire peut-être même dans certaines situations sa surmédicalisation. On voit des progrès qui sont effectués dans la médecine de réanimation, avec toutes les thématiques de maintien artificiel de la vie. Donc finalement, nous avons des progrès fondamentaux, fabuleux, et nous ne remettons pas en question ces progrès, puisqu'ils apportent beaucoup de choses, mais qui par là même viennent interroger des fondamentaux en l'homme, dont celui du mourir. Donc finalement, la médecine apporte une nouvelle lecture sur la mort, celle de pouvoir avoir un impact sur elle, cette dernière induisant de nouvelles pratiques. Cela dit, et ceci constitue une remarque intéressante, si la médecine maîtrise et si la médecine propose beaucoup de choses, le monde soigné, c'est-à-dire le monde des patients, le lui rend bien. Puisque nous pouvons imaginer que si l'euthanasie ou le suicide assisté étaient des pratiques qui étaient autorisées, dépénalisées, il est fort à parier que finalement le monde soigné attendrait de la médecine qu'elle réponde à ces demandes. Dans le rapport national de l'Observatoire national de la fin de vie, qui est paru en février 2012, Régis Aubry et les personnes qui ont participé à ce rapport disaient que même si probablement des euthanasies seraient pratiquées à domicile si cela était autorisé, quand on parle d'euthanasie et de mort provoquée plus généralement, c'est bien les soignants et les structures qui sont concernés, qui sont visés. Donc finalement, la question qu'on peut se poser malgré cela, c'est pouvons-nous réellement penser que l'euthanasie, et plus globalement la question de la mort provoquée, soit soluble dans l'approche médicale ou dans l'approche technique, quand bien même la médecine d'aujourd'hui pourrait offrir la possibilité d'un contrôle sur la survenue au terme? En aurions-nous définitivement terminé avec ce mystère, avec cette énigme mortelle?
Donc, on peut se poser la question. Donc, nous avons une médecine qui est très dans la maîtrise, dans le contrôle, et qui tendrait même à aller jusqu'à un idéal de guérison totale, voire peut-être même faire disparaître la mort. Et d'un autre côté, on a cette mort provoquée qui nous réunit aujourd'hui et qui est très présente dans la société, qui paraît même paradoxale par rapport à ce contexte. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est que d'un côté, ça paraît paradoxal, mais d'un autre côté, ça se pose en pertinence avec cet idéal de maîtrise. Cette volonté d'accéder à la possibilité de provoquer la mort se pose donc en paradoxe, mais aussi en pertinence. Paradoxe pourquoi ? Car là où la médecine d'aujourd'hui aurait cette tendance à vouloir faire de la mort une persona non grata, l'expression même de mort provoquée, se pose en différence avec le ralentissement de la survenue au terme, auquel invite la médecine d'aujourd'hui. Ceci est notamment visible dans les médecines anti-âge, mais aussi dans toutes les réflexions que l'on a aujourd'hui sur l'homme augmenté, sur l'anthropotechnie. Mais si le paradoxe, je vous le dis, n'est pas total, c'est pour la raison suivante. Le maître mot d'une telle médecine pourrait être la performance, et donc la certitude. Et donc, que faire quand cette posture de certitude et de maîtrise est mise à mal par la maladie de toutes les maladies, autrement dit par la mort, qui est indéniable, qui est incontrôlable. Abandonner cet idéal du « il y a toujours quelque chose à faire », ou alors positionner l'homme, encore une fois, dans sa maîtrise de la nature, et donc aller à l'anticipation, et donc à la provocation. Donc finalement, il apparaît que cette volonté d'ouvrir le champ médical à la possibilité de faire advenir la mort rejoint le contexte d'une performance recherchée. Cette dernière, la mort provoquée, manifestant un besoin constant et répété de l'homme, même jusqu'à l'extrême mortel, d'avoir une sorte de mainmise sur la mort. Et donc finalement, l'action de provoquer le décès est peut-être représentative de la montée de cette médecine qui espère pouvoir avoir le dernier mot sur ce que nous dicte un corps malade, comme si elle n'acceptait pas la défaite, comme si elle ne pouvait se résigner à cette conclusion difficile, mais pourtant hors de la portée humaine. Il ne reste plus rien à faire. Et ce qui est intéressant, et je crois qu'un intervenant ce matin l'a évoqué, Jacques Ricot le dit aussi, il y a beaucoup cette métaphore agonistique qui est présente dans la pratique médicale, c'est-à-dire la métaphore de la guerre, la métaphore du combat. C'est toujours véritablement, on lutte contre la maladie, on est en défaite devant la maladie, on est en victoire contre la maladie. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la contextualisation. Mais cette contextualisation va résonner, encore une fois, au niveau individuel, où l'on finalement remarque dans le contexte d'aujourd'hui que le sujet de soin, le patient, est passé depuis quelques années d'une position de passivité à une position que l'on pourrait caractériser quasiment d'hyperactivité. Effectivement, donc à partir des années 60, et Durand effectivement l'exprime bien, il y a des changements sociétaux qui voient le jour, c'est-à-dire qu'il y a une revendication assez forte, assez marquée, en faveur des droits individuels. Et ceci va résonner dans la sphère médicale, mettant ainsi fin à ce que l'on connaît sous le nom de paternalisme médical. C'est-à-dire que finalement, on a la prééminence d'un principe qui est bien connu en réflexion éthique, et qui est le principe du respect de l'autonomie. On a une certaine demande de reconnaissance, une volonté de la personne concernée d'être entendue pour ce qu'elle est et ce qu'elle veut pour elle. Et donc, si le patient est désormais un sujet actif à part entière, qu'il cesse d'appliquer les dires du médecin sans les questionner plus que cela, pourquoi n'irait-il pas jusqu'à exiger le choix de sa propre mort, la volonté d'avoir un impact réel sur son propre décès? Et donc, nous sommes dans un contexte où le patient ose pour son individualité. Et le fait d'oser pour son individualité va résonner au niveau de cette mort, au niveau de sa fin de vie, par une demande de plus en plus accrue peut-être, ou du moins par une réflexion sur cette mort provoquée qui devient véritablement prégnante. Donc finalement, cette évolution de la posture du patient vient mettre fin à un type de relation entre le soignant et le patient. Et aussi, au type de médecin que nous avions avant. Avant, c'était le modèle familial de la médecine, où le médecin était considéré comme le bon médecin de famille, médecin familial qui venait dire des choses que l'on écoutait sans les remettre en question. Là, aujourd'hui, finalement, cette nouvelle relation laisse advenir beaucoup plus de liberté pour le patient, beaucoup plus, finalement, de positionnement personnel et individuel. Donc nous sommes dans un contexte de revalorisation de individu considéré dans sa singularité et dans l'importance de son choix. Et donc, dans ce contexte-là, quel rapport le patient peut-il entretenir à sa propre mort ? Donc le contexte est marqué par une extension des savoirs, une expansion des possibles. Et donc dans cela, qu'est-il prêt à attendre de la médecine ? Qu'est-il en nature d'exiger finalement ? Si la médecine ne peut rien faire à un moment donné pour ma propre mort, que m'est-il encore permis d'espérer ? Eh bien le choix de ce propre décès, le choix de choisir quand et où je veux mourir.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette volonté de maîtrise qui est inhérente au contexte actuel de la médecine. Et maintenant, je vous propose dans un deuxième temps, qui sera un petit peu plus philosophique, de vous montrer comment la mort demeure, reste un inconnu, une incertitude, un immaîtrisable. Et donc pour ce faire, je vais m'appuyer sur un philosophe, qui est le philosophe que j'étudie dans mon doctorat de philosophie, et qui est Jean Kelevitch, qui s'est beaucoup intéressé à cette question et qui a écrit un ouvrage sur la mort en 1966, qui s'appelle « La mort ». Donc si vous voulez aller le lire, je vous invite à le faire. Donc finalement, si l'homme provoque la mort au travers de cette mort provoquée, la maîtrise-t-il pour autant? Au-delà de la maîtrise du savoir et du faire autour du corps humain, ne demeure-t-elle pas l'incertitude fondamentale, uniquement pensable en termes de situation limite? Et si je parle de situation limite, c'est selon le sens de Karl Jaspers, qui s'intéresse à la mort en tant que situation limite de l'existence. Et pourquoi est-elle cette mort in fine, ce qui échappe au contexte ambiant tendant vers le contrôle ultime? Donc finalement, pour être assez rapide, ça va au niveau du temps? Oui. Pour être... pas, hein, d'accord. C'est bon. La première remarque que va faire Jean Kelevitch dans son ouvrage intitulé « La mort » est une remarque qui finalement est non problématique et qui pourrait arrêter la réflexion si on s'arrêtait à cette remarque. Effectivement, Jean Kelevitch va placer dans un premier temps la mort du côté du non problématique. Effectivement, la mort n'est pas, a priori, un problème philosophique. D'accord? Pourquoi? Il explique simplement qu'elle est d'abord un problème biologique, un problème scientifique, administratif. Un médecin sait pourquoi son patient va décéder biologiquement parlant, il va le comprendre. Administrativement, on sait que la mort est synonyme de tout un tas de papiers. La mort est organisée dans les sociétés, effectivement. En témoigne d'ailleurs la présence de cimetières dans les villes et les villages. Et donc finalement, je cite Jean Kelevitch ici, nul mystère en cela, mais simplement une loi naturelle et un phénomène empirique normal auquel l'impersonnalité des statistiques et des moyennes enlève tout caractère de tragédie. Mais vous l'avez compris, on ne peut s'arrêter à cette première remarque, puisque finalement, quand on regarde d'un peu plus près la mort, elle nous donne à voir deux exigences contradictoires, deux évidences contradictoires, pardon. Premièrement, la mort est peut-être un phénomène objectif, un phénomène qui peut même s'accomplir sous nos yeux, et donc un phénomène qui peut être considéré comme familier. Mais d'un autre côté, la mort est un mystère. La mort est une énigme, et donc possède des dimensions métempirique. Si je dis métempirique, c'est tout simplement le contraire d'empirique. Et peut-être parfois même pas de dimension du tout. Donc finalement, ce que l'on peut comprendre, et c'est de cette manière que je vais caractériser l'incertitude de la mort implique un paradoxe. D'un côté, elle est un phénomène situable de façon spatio-temporelle. La mort relève d'une loi naturelle. Mais d'un autre côté, elle est un phénomène, quelque chose de l'ordre du phénomène qui est démesuré et incommensurable par rapport à tous les autres phénomènes que l'on peut connaître dans notre existence. Mais si l'on connaît ce caractère objectif de la mort, cette loi de la mort, alors pourquoi la surprise ou finalement le choc demeure-t-il toujours entier quand la mort arrive? Et là, je me permets de citer Eugène Ionesco dans une pièce qui s'intitule « Le roi se meurt ». Tout le monde est toujours le premier à mourir. C'est-à-dire que de la mort, il y a toujours de la nouveauté à créer à son égard. La mort est toujours neuve. Même si la mort est le reflet d'une loi naturelle et d'une loi générale, scientifique en ce sens-là, elle est toujours quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté. Et donc finalement, c'est toute l'ambivalence que l'on peut reconnaître entre l'empirique, qui met la mort du côté de l'objectif et de la loi naturelle, et le métempirique, qui met la mort du côté de l'énigme et finalement du subjectif. Et donc, on peut savoir que l'on meurt du point de vue de la connaissance, sans pour autant y croire. Et finalement, ce paradoxe, si vous voulez, résonne dans une distinction que fait Jean Kelevitch entre la connaissance de la mort et la conscience de la mort. Et cette conscience de la mort va plus du côté subjectif, et il la définit comme quelque chose de brutal. C'est-à-dire que dès lors que l'homme prend conscience qu'il va mourir, il est dans une posture de choc. Cette conscience de l'avoir à mourir, qui passe notamment par la mort des proches, par la mort des autres qui m'entourent, est quelque chose qui relève de la brutalité pour lui. Et cette violence de la prise de conscience de la mort se caractérise par trois choses chez Jean Kelevitch: l'effectivité, l'imminence et le concernement personnel. Effectivité, pourquoi? Puisque l'on passe de connaissance théorique à une connaissance avec l'âme tout entière. Autrement dit, on passe de la connaissance à la conscience. Imminence, puisque finalement, la prise de conscience de l'imminence de la mort se réalise dans l'angoisse. L'homme réalise que son dernier futur va se produire. Et finalement, concernement personnel, puisque l'homme se sent atteint dans son intimité même. Il ne s'agit plus de la mort en général, il ne s'agit plus de la mort de l'inconnu, il ne s'agit plus de mon proche qui va mourir, mais il s'agit de ma propre mort.
Donc finalement, on voit que la mort est paradoxale. Et pour encore aller un peu plus loin dans la théorie, et puis après je m'arrêterai, ce paradoxe de la mort résonne encore une fois dans une autre distinction qui est présente dans une autre philosophie, celle de Paul Ricoeur, entre le savoir et l'idée d'un côté et l'expérience de l'autre. Et Ricoeur nous explique que finalement de la mort, nous ne pouvons en avoir qu'une idée et qu'un savoir. C'est-à-dire que nous ne l'expérimentons jamais, puisque dès lors que la mort se produit, il n'y a plus de vie. Et donc on ne peut pas, à proprement parler, avoir une expérience de la mort. Et donc ce paradoxe se comprend une fois de plus dans cette ambivalence. Donc finalement, pourquoi incertitude ? Puisque d'un côté, l'objectivité de la mort nous pousse à la considérer comme la plus grande des certitudes. Si je sais au moins une chose, c'est que je mourrai. Mais d'un autre côté, cette certitude va ouvrir vers une incertitude fondamentale, la conscience de la mort, l'énigme mortelle. Et il me semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que finalement ce qui compte quand on parle de la mort provoquée, et quand on parle de la mort d'un patient, c'est bien ce ressenti subjectif de la mort. On ne va pas penser à la mort comme une loi générale. De toute façon, je suis un cas de cette loi générale, donc pourquoi s'en faire ? Non, ce n'est pas ça dont on parle. Donc finalement, l'apprentissage scientifique de la mort, objectif, neutre, certitude en cela, n'apprend jamais grand-chose sur la mort propre, sur la mort intime, qui en reste finalement au statut d'une grande inconnue mystérieuse, l'X de l'équation jamais résolue. La mort fait se confronter à celui qui veut s'y intéresser à un mur totalement opaque. Donc je conclurai de la façon suivante. Si la mort provoquée apparaît comme le symptôme d'un monde aussi bien médical qu'individuel, qui rêve de pouvoir étendre son pouvoir de maîtrise jusqu'à la mort même, il semble que l'énigme relative à la finitude de l'être ne saurait se résoudre dans cette aspiration à vouloir avoir sa part de causalité dans la mort, dans la survenue au terme. Ainsi, cette volonté d'inclure la possibilité de provoquer la mort dans le champ de l'activité médicale, ou plus généralement du soin, ne peut prendre complètement part à cette dynamique d'un contrôle maximal. Et donc, pour faire une petite ouverture et pour conclure un peu comme mon collègue finalement, si le mystère de la mort est évident, et vous avez compris pourquoi, cela ne doit pas pour autant mener à un fatalisme, à un scepticisme, qui consisterait à dire de toute façon c'est un mystère, alors pourquoi s'embêter à la penser ? Pourquoi s'embêter à réfléchir dessus ? Non, au contraire, ce constat-là doit aiguiser encore plus le sens de la singularité de cette période-là de la vie, le sens de l'individualité, et le fait de produire du général. Un général qui pourrait passer par une loi, par exemple, pourrait avoir pour risque, ou ça dépend les modalités, de manquer la spécificité de telle situation, de manquer la spécificité de la fin de vie tout simplement. Et donc, finalement, ce que l'on peut dire, c'est que le réel défi est alors de savoir comment activer une prise de conscience qui est quasiment éthique sur le fait que les questions de fin de vie ne sont pas solubles dans le seul positionnement idéologique, ou même médical, ou encore politique. Comment arriver à cette prise de conscience-là ? Merci beaucoup.